développé dans l'ouvrage que je vous ai présenté hier, donc l'introduction à la gouvernance des universités, tout un long passage sur l'histoire et l'évolution de la fonction de recteur, donc vous pourrez éventuellement vous en référer. Mais donc, voilà une fonction qui est spécifique, voilà une fonction qui a évolué, voilà une fonction qui est complexe, et donc nous allons essayer de comprendre donc comment est advenue cette fonction qui est aujourd'hui, qui joue un rôle important, de plus en plus important dans nos universités. Eh bien, quel que soit le terme choisi, à savoir recteur, eh bien, le recteur, ce que nous entendons ici, c'est le plus haut responsable dans l'exécutif de l'université. Certes, il n'est pas le propriétaire de l'université, il est celui qui supplée ou qui aide l'instance politique à conduire l'institution. Dans la tradition anglo-saxonne, donc de vice-chancelier, et en France notamment, c'est le ministre qui est le président de la conférence des présidents d'université, et cette tradition vient du fait que jusqu'en 1920, c'était le ministre de l'instruction publique en France qui portait le titre de recteur de l'université de Paris, qui était la seule université alors. Revenons d'abord sur l'étymologie du mot recteur. Recteur vient du latin rector, qui lui vient du verbe latin regere. Regere qui signifie donc régir, diriger. Donc c'est ce recteur qui a donné le concept de directeur, le concept de roi, celui qui régit. Bref, c'est un mot qui est très important. Il est très important de comprendre donc qu'au fond, tout ce qui tourne autour du concept de recteur. Eh bien, le recteur est donc, parce qu'il est le premier directeur d'une université, d'une institution, et non pas simplement le directeur d'une de ces structures. C'est donc, d'une certaine manière, on dirait aujourd'hui le directeur général de l'université, c'est-à-dire celui qui veille à coordonner le dispositif d'une manière transversale. C'est celui qui fait qui travaille sur le transversal, donc qui donne à coordonner l'ensemble des activités des institutions d'une université. Sa fonction est donc à la fois floue et complexe. C'est une fonction floue parce que, en réalité, il accompagne ceux qui travaillent déjà ou ceux qui dirigent déjà des groupes, mais en même temps, elle est complexe parce que finalement, il travaille à rassembler tout ce qui est départ. Je donne la formule que j'emploie depuis le début de cette formation, à savoir, c'est le berger d'un troupeau de chats. Je voudrais maintenant en venir à une image. Dans le langage courant, ce qu'on appelle la penne rectrice, c'est la grande plume de la queue d'un oiseau. C'est cette plume qui lui permet de diriger son vol. Voilà ce qu'il en est donc, ce qu'on appelle la penne rectrice. L'image parle d'elle-même. Vous avez donc, devant cet oiseau, vous avez des pennes, celles qu'on appelle les pennes rémiges, c'est-à-dire les plumes qui sont sur les ailes. Ce sont ces plumes qui permettent à l'oiseau de voler, alors que la penne rectrice, la queue, c'est celle qui sert à orienter l'oiseau vers où il veut aller. La fonction de recteur n'est pas seulement complexe, c'est d'abord une fonction qui a évolué. C'est d'abord une fonction qui a évolué, d'abord une fonction religieuse, c'est-à-dire une fonction décisive, une fonction d'impulsion qui incarne non seulement qu'incarne celui qui donne la direction, mais encore celui qui assure la signification, la cohérence même de l'institution.
Le recteur, c'est aussi une fonction complexe. Je reviens sur la fameuse image du berger d'un troupeau de chats. Le professeur Ivar Ekeland, ancien président de l'université de Paris-Dauphine, disait dans les années 90 que l'université est l'organisation la plus complexe que l'on puisse imaginer. Le recteur, une histoire compliquée et une diversité de situations. Revenons donc sur l'histoire. Au Moyen-Âge, lorsque se créent les premières universités, il s'agit d'institutions religieuses et qui englobent tous les niveaux scolaires, le primaire, le secondaire, le collège, le lycée, mais aussi ensuite l'université. Et ces institutions sont dirigées par un recteur. Le recteur, qui est-il? C'est d'abord un enseignant qui est membre du clergé, et cet enseignant assure la coordination de toutes les actions qui sont initiées au sein de l'institution, qu'il s'agisse des actions de formation, qu'il s'agisse des fonctions de recherche, qu'il s'agisse des fonctions de relation avec la société. Le fait qu'il appartienne au clergé souligne presque sa fonction, et donc sa fonction a un caractère sacré. Enfin, le recteur est aussi l'enseignant le plus gradé. Il est l'enseignant qui détient le savoir, et donc il est donc naturellement respecté. Dans l'Ancien Régime, le recteur devient le chef d'une université, mais aussi on parle du recteur d'une institution religieuse, le recteur d'une abbaye, on parle du recteur d'une mosquée, du recteur d'une paroisse, donc c'est celui qui coordonne l'ensemble des activités de ces institutions. À la fin du XXe siècle, le nouveau contexte de l'enseignement supérieur et de ses missions, notamment le fait que les universités deviennent de plus en plus autonomes par rapport au monde politique et à l'économique, font que la fonction de recteur a énormément changé dans sa nature même. Que ce soit une université de type public ou privé, que ce soit une université qui soit installée au nord ou au sud, eh bien, la fonction de recteur est donc en train d'évoluer. Elle devient de plus en plus un métier. Par exemple, on le voit aujourd'hui, le rôle de président de l'université de Paris 5 d'aujourd'hui diffère non seulement du rôle qui était le sien avant la nouvelle réforme dite la LRU, la loi sur la responsabilité des universités, mais aussi sa mission est devenue très différente, par exemple, de celle de président de l'université de l'État de Pennsylvanie, et à plus forte raison de recteur d'une université d'Afrique. Tous ces acteurs exercent le métier de recteur, il y a des correspondances, il y a des ressemblances, mais en même temps, chacun a des missions spécifiques qui le qualifient par rapport au lieu où il travaille, etc., etc. Ces différences dans les fonctions proviennent bien sûr du type et de la taille de l'établissement. J'ai connu des recteurs qui dirigeaient une université de 120 000 étudiants en Chine. Eh bien, c'était une véritable ville. J'ai connu des recteurs d'université qui dirigeaient des universités de 1000 étudiants. C'était un autre style. Donc, les différences proviennent non seulement du type et de la taille de l'établissement, mais aussi de son emplacement géographique. Je le disais tout à l'heure, une université française n'est pas, dans son fonctionnement, une université installée dans un pays d'Afrique. Les universités divergent aussi par leur structure administrative. Il y a des universités qui ont de grosses administrations et d'autres qui ont des administrations légères. Il y a des universités qui divergent aussi par le type de contrôle mis en place pour évaluer leur fonctionnement. Est-ce que cela se fait par
le conseil d'administration, où cela se fait par des instances extérieures, par exemple comme l'inspection des finances dans certains pays, ou est-ce que cela se fait par, je dirais, une évaluation technique, notamment liée à d'autres structures comme les corps d'inspecteurs, etc. Bien. Bien sûr aussi, on distingue la distinction entre les fonctions de recteur viennent aussi des habitudes culturelles et sociales, au fond, donc même du style même de gouvernement qu'entend imposer un recteur. Donc il y a, on pourrait dire, il y a autant de recteurs qu'il y a d'universités, et pourtant il y a des caractéristiques communes, et c'est tout cela que nous allons essayer de comprendre dans, je dirais, la fonction de recteur. Dans tous les cas, aujourd'hui, de plus en plus, le recteur est celui qui est responsable des fonds alloués par l'État. Il est aussi chargé d'aller chercher des fonds dans les privés. Au fond, il doit gérer son entreprise, son institution, comme une entreprise rentable. Je vais maintenant revenir de manière plus détaillée pour, au fond, comprendre l'évolution de cette fonction dans la tradition francophone. En France, avec en 1261 la création de l'Université de Paris, eh bien, le problème majeur de l'enseignement, c'est de faire face au problème de la foi. Je vous prends ici la citation de Léon et de Roche dans leur livre sur l'histoire de l'université. Voilà ce qu'ils disent pour caractériser cette époque. L'université est un corps à la fois ecclésiastique et laïque. Les étudiants, comme le personnel enseignant, doivent en principe appartenir à la religion catholique. Le recteur, élu par les procureurs de la nation, remplit la double fonction de chef de la faculté des arts et de représentant de toute l'université. Tout cela veut dire qu'il bénéficie à la fois de l'appui du pape et du roi face à l'évêque, qui est alors chancelier et qui use de l'exclusion à l'encontre de la communauté des étudiants et des professeurs. Le recteur est donc à la fois un enseignant reconnu par ses pairs et un membre du clergé. Il donc accumule donc différents types de pouvoirs et différents types de prestige. En 1806, avec la refondation du système éducatif par Napoléon et la création de l'université impériale, c'est-à-dire une structure qui regroupe désormais les 6 ordres d'écoles que sont alors les facultés, les lycées, les collèges, les institutions, les pensionnats et les petites écoles, comme on les appelait à cette époque-là, à savoir le primaire. L'université-là est dirigée par un grand maître. Ce grand maître est nommé par l'empereur et est placé sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. À cette époque, le recteur préside le conseil de l'université. Il est secondé par un trésorier et ses fonctions sont à la fois administratives, disciplinaires et pédagogiques. À partir de la Restauration, l'autorité suprême de l'université est confiée désormais au ministre des Affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique. C'est lui qui devient alors le grand maître et le chancelier de l'université. Le recteur assure alors la gestion quotidienne de l'université et de l'académie et prend alors le titre de vice-chancelier de l'université. Vice-chancelier parce qu'effectivement, c'est le ministre, c'est l'autorité suprême qui assure la fonction de grand maître et donc de chancelier. À partir de 1945, on sort de ce contexte et la France va être divisée en circonscriptions administratives que l'on va appeler des académies. Chaque académie est dirigée alors par un recteur,
celui-ci est nommé par décret du président de la République en Conseil des ministres, et il est responsable de la totalité du système éducatif dans sa circonscription, dans son académie. À ce titre, il représente le ministre de l'Éducation nationale et applique les directives ministérielles. Il prend alors le titre de chancelier des universités et dirige donc la chancellerie, c'est-à-dire l'administration des biens et des charges indivis entre plusieurs établissements d'enseignement supérieur. En tant que chancelier des universités, il assiste ou se fait représenter aux séances des conseils d'administration des universités ou de l'ensemble des établissements à caractère public, scientifique, culturel et professionnel, et reçoit sans délai communication de leurs délibérations ainsi que des décisions des présidents et des directeurs lorsque celles-ci ont un caractère réglementaire. Eh bien, le recteur, donc, au fond, c'est celui qui assure la tâche maintenant dans l'université, donc la gestion directe de l'université, c'est le doyen et le président de l'université. Et le recteur devient une sorte de gouverneur territorial de l'académie qui représente l'État dans la circonscription, alors que le recteur d'université, le terme qu'on emploie notamment en Afrique, devient donc l'homonyme, au fond, du président de l'université. Donc c'est pour cela qu'on voit bien aujourd'hui, tout cela pour bien comprendre au fond la différence entre un recteur d'académie en France et un président d'université et un recteur d'université en Afrique qui est au fond l'équivalent du président de l'université. De recteur donc à président, cette aventure va, dès 1968, s'approfondir. Dès 1968, avec notamment la loi Edgar Faure, eh bien, on va donc venir au fond à l'autonomie des universités. Jusqu'ici, les universités, dépendaient très étroitement du recteur et donc de l'État. Or, à partir de 1968, on va ouvrir la porte de l'autonomie. Mais c'est une autonomie encore bien limitée, mais en réalité, il s'agit d'une première rupture avec la conception impériale de l'université. Pour la première fois, dès 1968, les universités disposent d'organes délibératifs et disposent d'un patron. Il y a désormais des conseils d'université, il y a désormais un président de l'université, et ce président n'est plus simplement comme un doyen d'ailleurs, c'est-à-dire le primus inter pares, mais il est désormais un président investi de beaucoup de pouvoir, le reste des questions étant réglées par l'État. Les universités, donc à partir de 68, disposent donc désormais de structures et d'une autonomie relative. Avec la LRU, donc la loi qu'on appelle régulièrement la loi Pécresse, eh bien, il va y avoir un approfondissement de l'autonomie de l'université française et qui va disposer non seulement d'un véritable exécutif, mais des moyens requis pour, je dirais, accroître son autonomie.